Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Olivier Frère-Jacques, que vous connaissez sans doute en tant que rédacteur en chef adjoint de TV Liberté. Mais Olivier Frère-Jacques est également président d'une association qui s'appelle Village Carénie, que nous avons déjà présenté sur Braise Info, et qui se retrouve aujourd'hui au cœur de la crise qui se déroule en Birmanie. Olivier Frère-Jacques, bonjour. Bonjour Yann. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation, les derniers rebondissements sur la situation en Birmanie? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, en fait, il y a eu un coup d'État militaire de la junte qui était déjà en partie au pouvoir, puisqu'elle avait des prérogatives constitutionnelles. Mais le 1er février, elle a en quelque sorte sonné la fin de la récréation après plusieurs mois de crise politique et institutionnelle. En fait, il y a eu des élections en novembre qui ont fait la part belle à l'équipe en place, qui est l'équipe de la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, qui est le parti d'Aung San Suu Kyi, donc la figure médiatique de la Birmanie. Et la junte militaire, le parti de l'armée, en fait, estimait qu'il y avait eu des triches pendant ces élections. La LND n'a pas voulu écouter les plaintes de l'armée, qui étaient possiblement légitimes. Ça, je n'ai pas d'éléments pour dire s'il y avait eu de triches lors de ces élections. Mais en fait, la LND a refusé le dialogue, ce qui a fait que les deux partis qui sont censés gouverner sous une forme de compromis ne dialoguaient plus. Et faute de dialogue, au bout d'un moment, l'armée a vu qu'en face, euh, l'armée risquait finalement de perdre une partie de ses prérogatives. Prenant peur, elle a décidé de faire un coup d'État, donc à reprendre les choses en main. Et le Parti démocratique, les équipes d'Aung San Suu Kyi, ont alors mis le pays en branle en lançant un mouvement de type mouvement civique pour dénoncer ce coup d'État qui en est un, ce qui est une réalité. Et le ton s'est durci au fur et à mesure des manifestations, puisque l'armée birmane est quand même particulièrement, a des méthodes particulièrement autoritaires et qui sont difficilement envisageables en Occident. Et du coup, il y a une escalade de violence qui a mené à une espèce de chaos dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, avec des poches de manifestations un peu partout sur le territoire et une situation même qui se détériore au niveau des ethnies qui, elles, vont s'attaquer à l'armée, mais qui n'ont pas le même agenda que le gouvernement, que les équipes démocratiques. Puisqu'en fait, c'est un jeu à trois bandes. Il y a d'un côté l'armée, il y a d'un côté Aung San Suu Kyi et son parti libéral-démocratique, et les partis ethniques qui, eux, souhaitent être plus autonomes, envisageraient peut-être plus le pays comme une confédération, qui n'ont pas été avantagés par la gouvernance Aung San Suu Kyi, mais qui aujourd'hui sont poussés par les équipes d'Aung San Suu Kyi à se rebeller. Alors, justement, vous pouvez peut-être nous rappeler un peu pour les lecteurs, les auditeurs qui ne connaissent pas ou mal la Birmanie. La Birmanie, c'est à peu près combien d'habitants? C'est combien d'ethnies aussi en Birmanie? Et oui, faire un petit rappel avant qu'on en vienne à parler des Karen, justement. Bah, la Birmanie, c'est un pays d'un peu plus de 50 millions d'habitants qui compterait environ 150 groupes ethniques, sachant qu'il y a des groupes et des sous-groupes, mais on peut dire une grosse centaine d'ethnies qui reflètent des réalités, parce qu'on parle de groupes ethniques, mais parfois qui sont des réalités aussi linguistiques. C'est-à-dire que deux groupes vont être distincts pour des raisons linguistiques et pas uniquement ethniques. Le groupe dominant, c'est ce qu'on appelle le groupe birman, qui parle le birman et qui est au pouvoir, que ce soit l'armée qui est birmane ou Aung San Suu Kyi qui elle aussi est birmane. Donc, et autour de ça, il y a plein d'ethnies dites minoritaires, mais qui sont parfois majoritaires sur leur propre territoire. C'est le cas des Karen, des Karenni, qui sont un autre groupe. Il y a les Kachin, les Shan, qui sont autant de groupes qui, en fait, se retrouvent sur des subdivisions administratives et qui revendiquent parfois, à travers certains partis et certaines guérillas, leur autonomie. Et c'est ces groupes-là qui, aujourd'hui, sont un peu poussés au combat par Aung San Suu Kyi et le camp d'Aung San Suu Kyi, qui aimerait bien voir ces partis-là aussi se mettre en opposition pour faire une espèce d'union sacrée contre l'armée. Mais c'est très délicat puisqu'elle-même n'avait rien fait pour eux, parce qu'aussi elle ne pouvait rien faire. Hein. Elle ne pouvait pas non plus donner
de l'autonomie à ces groupes-là face à l'armée, qui déjà avant le coup d'État avait des prérogatives qui sont inscrites dans la Constitution, puisque la Constitution, je le rappelle, birmane, faisait la part belle à un espèce de compromis qui assurait certains ministères, notamment régaliens, à l'armée, et aussi certaines parties du gâteau économique de la Birmanie, les visas et tout un ensemble de secteurs qui permettent aux généraux notamment de bien gagner leur vie ou en tout cas d'entretenir l'armée. Est-ce qu'il y a des divisions aussi religieuses dans un pays qui est grand, hein, 50 millions d'habitants, c'est quasiment la France. Après, je ne sais pas en termes de superficie, qu'est-ce que ça fait par rapport à la France, mais est-ce qu'il y a également des divisions religieuses? D'un point de vue de la superficie, c'est à peu près comparable, puisqu'on est sur un peu plus de 600 000 km². Mais par contre, c'est un État qui est, si vous regardez sur la carte, j'invite les gens qui regardent à regarder sur la carte, c'est un pays un peu torturé en termes de forme. C'est pas ce à quoi on peut. La France est pays assez simple en termes la métropole, en termes de forme, alors que la Birmanie, c'est un peu comme, comment dire, il y a le Laos aussi qui est pareil, qui est en longueur. La Birmanie, c'est un bloc avec une grande longueur en bas, une espèce de. Je ne sais pas comment on pourrait décrire ça, mais je vous invite à regarder sur la carte. Mais oui, le patchwork ethnique existe. Il n'y a pas d'opposition entre les ethnies elles-mêmes ou très peu. C'est plus entre les ethnies et l'ethnie majoritaire birmane. En revanche, la question religieuse est vraiment en arrière-plan. C'est pas, que ce soit la question religieuse ou idéologique, elles sont très secondaires. C'est vraiment une histoire de pouvoir. C'est-à-dire que la majorité birmane est bouddhiste, et parfois c'est un bouddhisme qui s'exprime de manière extrêmement violente. Ça a été le cas avec les Rohingyas, où on a des bouddhistes comme dans d'autres régions du monde qui sont extrêmement hostiles à certaines formes de religion, dont l'islam. Il y a des catholiques. Nous, chez les Karen et les Karenni, il y a beaucoup de catholiques. Mais les catholiques, par exemple, chez les Karenni, sont très proches des animistes. Non pas dans une forme de syncrétisme, mais qui vivent ensemble sans aucune difficulté. Au contraire, en fait, moi, je discutais il y a 2 ans quand j'étais allé pour Noël. J'étais avec un contact qu'on a sur place qui est un Karenni pure souche, on pourrait dire, qui lui est complètement animiste, en fait, qui, quand on va boire un verre, par exemple, il va mettre de la bière tout autour de la table pour écarter les esprits et tout ça. Et c'était la période de Noël, et son fond d'écran, c'était une image de la crèche, en fait, puisqu'il trouve que c'est une belle histoire, et ses camarades chrétiens Karenni ont cette image, donc ils fêtent aussi cette fête, de la même manière que les autres vont fêter la fête de l'eau, non pas en croyant dans les croyances animistes, mais par culture et par amitié finalement. Donc on est loin du syncrétisme, mais il y a des proximités entre animistes et catholiques, par exemple. Après, la question religieuse est secondaire, même si on a vu des personnalités religieuses, notamment une bonne sœur qui était à genoux devant un militaire qui Oui. lui-même n'a pas tiré. On a vu, nous, en Pays Carénie, le père Celso, qui dirige un peu le diocèse, puisque l'évêque est décédé, pas dans des épisodes violents, mais décédé en décembre, le père Celso qui s'opposait à la police en tendant les bras. Et du coup, les chrétiens ont pris leur part dans les manifestations, mais ils ne sont pas complètement dupes, c'est qu'ils savent que ce soit le camp de la démocratie ou le camp de l'armée, ni l'un ni l'autre ne défend vraiment leurs intérêts. Eux, leur intérêt, c'est plutôt qu'il y ait la paix. Et en l'occurrence, les religieux demandent la paix et le statu quo pour pas revivre des épisodes d'hyper-violence. Mais même les militaires birmans, dans cette partie du monde comme au Proche-Orient, il y a pas de. Chacun a une religion. En fait, tout le monde est rattaché à une religion ancestrale, plus récente, d'importation même, mais tout le monde est attaché à une religion et on respecte le phénomène religieux et la personne religieuse. C'est inimaginable de ne pas avoir de religion. Donc, c'est plus une appartenance annexe à l'ethnie qui peut être centrale pour les personnes, mais qui, d'un point de vue politique, est secondaire, en fait. Et dans le cas du conflit, il n'y a pas de problème religieux. Et ce n'est pas comme Daesh au Proche-Orient qui voulait absolument massacrer les chiites, les chrétiens. Là, il y a pas les chrétiens ne sont pas visés en tant que chrétiens. Les chrétiens sont visés parce que Karen, par exemple. C'est pour ça que les Karen sont déplacés dans la jungle. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens, mais c'est parce qu'ils sont Karen et qu'ils appartiennent à une ethnie qui résiste face à l'oppression militaire.
Alors justement, on va venir au centre de cette interview. Vous êtes président de l'association de l'ONG Village Karéni. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les Karénis, quelle est la différence avec les Karen et où est-ce qu'ils se situent? On montrera au lecteur la carte. Donc il y a Rangoon, il y a Mandalay, il y a Moulmein, Sittwe. Où est-ce que ça se situe et qu'est-ce qui arrive à ce peuple en fait? Bah, les Karenni habitent dans ce qui est appelé l'État Kaya, que nous on appelle l'État Karenni, parce que Kaya, c'est l'appellation qui est donnée par le Myanmar, en fait, par l'État officiel qui a été fait les subdivisions ont été mises en place par les militaires. Et en fait, c'est un État voisin de l'État Karen qui s'appelle l'État Kayin. Et les Karenni et les Karen, ethniquement et dans le langage, sont quand même très, très proches. Et c'est très difficile pour nous même de les différencier, même pour mon collègue camarade qui est sur place. C'est vraiment compliqué de les différencier physiquement. Et eux sont des peuples amis et sont des peuples frères qui en fait sont issus de subdivisions assez récentes finalement. Donc nous, on aide indifféremment les deux. On est village Karéni parce qu'on est implanté avant tout à Loïko, en état Karéni, mais on aide aussi par extension les Karen. Et on ne s'interdit pas d'aller aider les chrétiens du Shan ou les populations opprimées du Shan qui tournent autour notamment des réseaux qu'on a sur place, ou même d'autres États si la possibilité nous est offerte, ce qui est pour le moment le cas, ce qui peut être le cas dans le Shan, mais pas partout dans le pays. Alors, ça se situe où d'ailleurs? C'est plutôt le nord, l'ouest, l'est, le sud? Bah, l'État Karéni, si on considère le pays dans sa longueur, et c'est un État qui est central, mais on le voit sur la carte. En fait, c'est à la frontière thaïlandaise, c'est à l'ouest, à l'est du pays, au centre-ouest en fait. D'accord. Au centre-ouest, sachant que la capitale est, je dirais pas très très loin, mais elle est loin en distance, puisque si on le fait généralement, on le fait en bus, ça met du temps, mais on n'est pas très loin de la capitale économique Rangoon et on n'est vraiment pas loin du tout de la capitale politique Naypyidaw. Mais par Mhm. contre, l'intérêt aussi de cette région, c'est qu'elle est frontalière avec la Thaïlande, qui peut être un acteur intéressant de la région et qui est un pays avec lequel il y a eu beaucoup d'échanges par le passé, pas que des échanges cordiaux. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui leur arrive aux Karen et aux Karenni, puisque ça fait même avant que votre ONG n'ait été créée, bien évidemment, qu'ils sont victimes de persécutions et qu'il y a des guerres qui mettent aux prises les Karen avec notamment ou l'armée birmane ou d'autres. Qu'est-ce qui se passe concrètement et quelle est l'urgence humanitaire aujourd'hui? Bah, les Karen, eux, ont toujours lutté pour leur indépendance. Il y a même des Français qui sont allés se battre dans leur rang, des aventuriers français qui eux-mêmes y ont laissé leur vie dans les années 80 à 90. C'est un peuple combattant en fait qui se bat contre l'oppression de l'État central et pour l'autonomie en fait. Donc c'est un combat qu'on pourrait qualifier aujourd'hui on dirait un combat identitaire, c'est un combat d'autonomie, un combat, une forme de nationalisme, nationalisme local, à considérer l'ethnie comme une nation et qui se battent aussi pour leur liberté en fait, pour pouvoir disposer de leurs terres, pour ne pas se faire voler tous leurs biens par un État central et une ethnie majoritaire qui les oppresse. Dans l'État carénien, on est un peu sur le même modèle avec une cause qui a été moins relayée, moins connue en Occident et qui était aussi moins importante. C'est pour ça. Mais c'est des peuples qui sont toujours en lutte, mais de la même manière que tous les États de Birmanie euh, connaissent des partis d'opposition auxquels sont rattachés des guérillas, parfois une, parfois plusieurs, qui d'ailleurs sont parfois de sensibilités différentes, qui luttent en permanence, bien, qui luttent pas en permanence, justement, qui sont prêtes en permanence, mais qui luttent occasionnellement contre l'État central, qui s'attaque tantôt à la guérilla Shan, tantôt à la guérilla Karen, tantôt à la guérilla Kachin. Karen, c'est quasiment tout le temps, et c'est le cas en ce moment, et c'est pour ça que nous, il y a urgence, c'est qu'en fait, il y a une persécution des Karen qui semble être une menace pour l'hégémonie militaire dans la région, la région du Kailin, et donc il y a une riposte qui est extrêmement violente et qui est cruelle, puisque dans la région, la guerre est particulièrement sale, et il s'attaque notamment aux familles qui sont déplacées,
qui aujourd'hui sont victimes de tirs de mortier. En fait, ce sont des familles qui sont dans la jungle avec des enfants qui reçoivent l'enseignement de l'école dans la jungle et qui sont bombardés par des tirs de mortier, quoi. Et alors concrètement, parce que les Karen représentent combien de personnes sur les 50 millions de Birmans que représentent les Karen et les Karenni? Alors, l'ethnie Karen, les Karenni, j'avais vu, je dirais que c'est un demi-million, je dirais. C'est plus dans l'État Karenni que je me suis déplacé. Je dirais même pas un demi-million, peut-être de Karenni, d'ethnie Karenni, oui, un petit demi-million. Sachant que pas que en État Karenni, mais il y a une partie qui vit en Thaïlande dans des camps de réfugiés. Et Donc, du coup, de toute façon, la démographie, et les Karen sont plus nombreux, hein. Sur l'État Karen, il y a 1,5 million d'habitants et il doit y avoir les Karen dans la région birmane thaïlandaise, il doit y avoir un bon million de Karen. C'est très délicat en fait d'avoir des chiffres exacts puisque eux-mêmes ne sont pas très au fait de petit ces recensement. effets démographiques. Ouais. Quelle mission vous menez là? Parce que vous avez lancé une collecte évoquant l'urgence humanitaire dans la jungle birmane. Concrètement, qu'est-ce que votre ONG fait sur le terrain pour les Karen? Alors, déjà, notre ONG est sur le terrain, ce qui est le cas de moins en moins d'ONG, parce que tout le monde s'en va. Déjà, en pays Carénie, il y en a très peu d'ONG. Il y a l'UNHCR donc pour les réfugiés, il y a quelques ONG comme ça, mais aujourd'hui, tout le monde s'en va, en fait, puisque ça commence à être vraiment très chaud. Là, j'ai eu mon contact, notre personnel sur place, euh, qui est proche de l'État Carénie en ce moment, mais qui n'y est pas exactement à cet endroit-là, me disait jeudi matin qu'il y a eu 3 morts dans l'endroit où il se trouve cette nuit et qu'il entendait des détonations au petit déjeuner ce matin. Lui reste sur place, il a choisi de rester sur place, il rapatrie sa famille. La plupart des Européens qu'il connaît s'en vont, mais nous, on est sur place. Et dans la jungle, Karen, on dispose de relais, puisqu'on travaille essentiellement avec des autochtones. En fait, il ne s'agit pas d'importer un mode de pensée européen, tout ça, c'est qu'on veut travailler directement avec les gens. Et on dispose de relais qui peuvent envoyer directement des médicaments, du matériel pour les enfants pour faire l'école parce qu'il s'agit de continuer à vivre même s'ils sont dans la jungle, et également évidemment tous les biens alimentaires et les biens de nécessité première pour l'hygiène. Et ça, en fait, on a suffisamment de contacts disons des contacts qu'on a tissés, des liens qu'on a tissés depuis plusieurs années qui nous permettent même en situation de crise où beaucoup de nos interlocuteurs se cachent quand ils n'ont pas dû fuir le pays, on a suffisamment de monde pour pouvoir faire passer des cargaisons de produits de première nécessité. Et ça, c'est vraiment une belle réussite de l'association. Pour le coup, c'est tout le travail qu'on a fait de longue date qui nous permet d'accéder même dans la jungle. Les Européens n'y vont pas, hein. Nous, on ne s'y rend pas en ce moment. Mais par nos contacts, on peut envoyer du matériel donc de première nécessité, notamment pour les familles et les enfants dans la jungle. Donc ça, Vous c'est dites, vraiment le projet d'urgence actuel. oui, parce que vous dites qu'il faut 10 euros là-bas pour sauver une famille. Donc c'est quoi? C'est des colis alimentaires, Ouais. Colis alimentaire, hygiène. En fait, c'est l'avantage de travailler avec ces pays-là. Déjà, ce qui est très agréable, c'est qu'il n'y a pas ce qu'il peut y avoir dans l'humanitaire sur d'autres continents où c'est très délicat parce que l'aide se perd un peu. Là, en fait, on est sur des populations euh, qui sont d'une intégrité. C'est une population extrêmement violente, hein. Il y a une violence qui est difficilement imaginable. Même quand on y est, on ne comprend pas toute la violence qui peut déborder. Il y a eu des actes de torture, il y a eu des choses abominables dans tous les camps d'ailleurs, mais il y a une intégrité par rapport à l'argent et qui est assez impressionnante, ce qui fait que nos contacts sur place, en plus on travaille avec des religieux, tout ça, qu'on ne suspecte pas vraiment de faire du détournement, en plus de détourner pour rien, parce que là-bas, il n'y a rien à acheter en ce moment. C'est très simple, avec peu d'argent, on fait beaucoup. Ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable, c'est qu'en fait, quand on lève 5 000 euros, 8 000 euros, on sait qu'on va avoir un impact sur place qui va être exceptionnel. Et qu'en plus, ça se redistribue très facilement, puisqu'on
on sait où acheter la marchandise, on sait comment l'écouler sur place, on sait que ça va être bien réparti, qu'il ne va pas y avoir des militaires de la guérilla qui vont venir les piquer, tout ça, parce que c'est pas du tout, c'est pas dans cet état d'esprit que les choses se font. Vous êtes quand même optimiste pour leur avenir à toutes ces familles, à ces 4000 villageois là, qui sont dans la jungle. Quel message vous voudriez faire passer aux gens qui nous écoutent et qui vont aller consulter la page urgence humanitaire dans la jungle birmane que vous animez? Bah, en fait, nous ce qu'on dit, hier, cette semaine, je suis passé sur une radio catholique à Paris. Ce que je disais pour les chrétiens, c'est déjà de prier pour eux. Pour tout le monde, c'est de s'y intéresser et de relayer ce qui se passe là-bas pour donner de l'importance à ce conflit qui est quand même assez lointain. En fait, c'est pas comme Daesh où, quand il y a eu l'État islamique au Levant, avec l'Irak, tout ça, ça affecte directement l'Europe. C'est-à-dire que nous, on se prenait Daesh dans la tronche, au Bataclan, dans les attentats sur place. Donc, on est directement affecté. Là, en fait, ça ne touche pas notre quotidien. C'est pour ça que c'est moins médiatisé. C'est pourquoi on demande aux gens de relayer massivement ce qui se passe en Birmanie, puisque ce n'est pas sans intérêt pour autant. Et en fait, on est assez. Pour le moment, je ne pense pas qu'on puisse être très optimiste sur le dénouement, puisque ça va se jouer avec la Chine et l'Occident. En fait, l'Occident a commis une erreur très grave, comme tout le temps quand elle se déplace en ce moment à l'étranger. Elle a jeté, elle a rejeté Aung San Suu Kyi après l'avoir porté au nu. En fait, on en a fait un prix Nobel. On a une espèce de béatification avant l'heure d'Aung San Suu Kyi. Et du jour au lendemain, ils l'ont abandonné en disant Aung San Suu Kyi n'a pas défendu les Rohingyas. Alors déjà, l'avoir porté au nu alors qu'elle n'a jamais défendu les intérêts des ethnies pour lesquelles je m'engage, je trouvais ça assez minable, en tout cas assez injuste. Mais alors, l'avoir ensuite descendu en flèche sur la question des Rohingyas, sur laquelle elle a très peu de prise, puisque c'est l'armée en fait qui commet les exactions contre les Rohingyas, des exactions qui ont eu lieu, qui ont été surmédiatisées en France pour des raisons aussi électoralistes et humanitaristes un peu dévoyées. Mais en fait, on l'a complètement discrédité. Donc aujourd'hui, l'Occident européen et américain en fait, ne peut rien faire, parce que s'ils prennent part pour Aung San Suu Kyi, on va leur dire, mais vous prenez le parti de celle auquel vous avez retiré le prix Nobel de la paix il y a un an. En fait, ça n'a aucun sens. Alors que la Chine, qui a donné son blanc-seing pour le coup d'État, elle a appelé ce coup d'État, avec l'humour qui caractérise l'administration chinoise, ils ont appelé ça un remaniement ministériel. Ce qui manque pas de piment, mais eux, en fait, jouent même pas la carte de la violence. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer de dominer la région, ce qu'ils feront de toute façon, parce que ce n'est pas les États-Unis ou l'Europe qui vont empêcher la Chine d'avoir la mainmise sur ses pays voisins. C'est-à-dire, ils ne suppriment pas leur souveraineté, mais c'est que ce sont des suzerains, en fait. C'est-à-dire, la zone d'influence, c'est la Chine qui dirige dans la région. Et comme en ce moment, le ton monte avec la Chine, parce qu'en Europe, on a des agents provocateurs qui essayent de discréditer systématiquement ce pays qui n'est pas parfait, qui commet des massacres, tout ce qu'on veut, mais il faut être réaliste. C'est un partenaire, il faut discuter avec lui. Et ben, comme on se coupe complètement du dialogue, on ne fait pas la politique de la réalité, en fait, c'est-à-dire que de toute façon, il faut dialoguer avec la Chine. Et ben, tant qu'on ne dialoguera pas avec la Chine, qui est une superpuissance, et ben, on ne pourra pas espérer avoir ne serait-ce qu'un petit mot à dire sur la Birmanie. Mais ça a été le même problème avec l'absence de dialogue avec les grandes puissances que sont la Russie ou l'Iran pour la guerre contre l'État islamique. En fait, dès lors qu'on qu'on coupe le dialogue, eh ben, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, la France ne peut rien faire en Birmanie, pas plus que l'Occident européen. Les États-Unis pourront essayer de faire des choses, tout ça, mais pour le moment, la balle est dans le camp de la Chine, et c'est selon le bon vouloir de la Chine que les choses se passeront. Et l'Inde n'a aucun rôle là-dedans, puisque l'Inde est juste à côté également. L'Inde est à côté, mais l'Inde n'a plus la main là-dessus. En fait, les produits manufacturés qui arrivent massivement en Birmanie sont chinois, les investissements sont chinois. Je pense que vraiment le pays qui domine en termes d'influence, c'est vraiment la Chine, et aussi pour des raisons culturelles. En fait, l'hindouisme existe en Birmanie, mais il est assez secondaire.
et les minorités indiennes sont extrêmement, extrêmement minoritaires. On n'est pas… en fait, l'Inde n'a pas énormément, pas tant d'intérêt que ça, en manière, en tout cas moins que la Chine. Et puis la puissance montante, la puissance dominante dans la région, c'est vraiment la Chine. Olivier Frère-Jacques, président de l'ONG Village Carénie, je vous laisse le mot de la fin pour nos lecteurs et auditeurs. Et ben, le mot de la fin, je vais vous parler du dernier projet qu'on lance en ce moment. On cherche des partenariats auprès d'autres ONG pour financer un hôpital, parce que c'est un autre donnée du problème, c'est que le parti d'Aung San Suu Kyi a appelé à la grève générale qui se passe dans les hôpitaux. Donc les hôpitaux sont fermés. Les hôpitaux qui ne ferment pas voient leurs médecins qui sont réquisitionnés par l'armée. Donc nous, en ce moment, on essaie de monter un projet pour transformer un internat en hôpital, donc une partie de l'internat, et puis construire de toutes pièces un hôpital à Loïko, donc dans vraiment notre base d'action en pays Carénie. Et c'est un projet qui nous tient très à cœur et qui devrait se faire dans les mois qui viennent. Et on vous tiendra au courant, évidemment, sur Braise Info, en exclusivité, puisque vous êtes un des premiers médias qui nous a donné la parole, et ça depuis plusieurs années déjà. Et on vous en remercie, vous et vos lecteurs qui prêtent attention à ce sujet. Olivier Frère-Jacques, merci.